Syndrome de Stevens-Johnson, c'est une nécrolyse épidermique qui survient environ 1 à 3 semaines après la prise d'un médicament inducteur, plus rarement après une vaccination. Il démarre par la fièvre avec des céphalées, une toux, une sensation de maladie, de malaise et une kératoconjonctivite. Des macules en concave surviennent d'abord sur le visage, puis le reste du corps et évoluent vers des bulles. Donc, dans ce cas, l'interrogatoire est important tout en mettant en compte qu'il y a eu prise des médicaments antérieurs. L'arthrite juvénile idiopathique de type systémique ou la maladie de Still partage les signes cliniques communs avec la maladie de Kawasaki, notamment la fièvre de plus de 5 jours, l'éruption maculopapuleuse, les adénopathies et mais les modifications des extrémités dans ce cas ne correspondent pas aux critères de la maladie de Kawasaki. Quelques patients débutent leur maladie de Still en présentant tous les critères d'une MK, dont les dilatations coronaires. Le syndrome inflammatoire multisystémique, le PIMS, c'est une affection inflammatoire signalée depuis la première vague de la pandémie de COVID-19 en 2020. Il survient quelques semaines après une infection par le SARS-CoV-2, souvent asymptomatique, et partage de nombreux traits avec la maladie de Kawasaki. Il correspond à un syndrome post-infectieux, possiblement lié à un effet super-antigène. Une signature immunologique de la maladie est d'ailleurs retrouvée dans plus de 75% des cas. La sérologie anti-SARS-CoV-2 est en règle positive en IgG. Le PIMS débute le plus souvent par une fièvre associée à des signes digestifs marqués et une inflammation biologique franche. L'atteinte cardiaque au cours du PIMS implique le plus souvent une insuffisance du ventricule gauche qui la rapproche du Kawasaki Shock Syndrome. Cependant, cette atteinte au cours du PIMS est bien plus rare et moins sévère qu'au cours de la maladie de Kawasaki. La défaillance ventriculaire gauche est au premier plan dans la plupart des cas, avec la pâleur, la dyspnée, hépatomégalie, instabilité tensionnelle, tachycardie, et nécessite une prise en charge en surveillance continue ou en réanimation. La rougeur oculaire et l'éruption cutanée sont présentes dans la moitié des cas, mais l'adénopathie et les modifications des extrémités sont beaucoup moins fréquentes. L'inflammation est en règle un peu plus marquée au cours du PIMS que de la maladie de Kawasaki, ce que reflètent les augmentations plus importantes de la CRP, du fibrinogène et de la ferritinémie. En pratique, l'inflammation importante dans les deux entités rend impossible de déterminer un seuil pertinent. Donc, la thrombopénie, qui est fréquente au cours du PIMS, n'est présente au cours de la maladie de Kawasaki qu'en cas d'activation macrophagique associée. L'augmentation du NT-proBNP, donc qui est un marqueur de surcharge myocardique, est fréquente au cours du PIMS. Le traitement du PIMS repose sur l'association d'immunoglobuline IV à une corticothérapie ou un biomédicament anti-interleukine 1. La réponse aux immunoglobulines en intraveineux seul est le plus souvent partielle et transitoire. Pour ce qui est du diagnostic étiologique, comme nous l'avions dit, les mécanismes ne sont pas clairs. Il y a juste des hypothèses avec notion d'interaction des virus ou encore des bactéries chez un sujet qui est prédisposé. Donc, le diagnostic étiologique, donc, on doit se référer à l'éthiopathogénie. Parlons à présent du traitement. Le but dans la phase aiguë est de réduire l'inflammation et les dommages artériels, s'il y en a, prévenir les thromboses chez des patients avec des anomalies des coronaires. Les moyens médicamenteux, on utilise les immunoglobulines polyvalentes en intraveineux, l'aspirine, corticoïdes et l'infliximab. Indication, le traitement de première intention. On utilise les immunoglobulines polyvalentes en intraveineux à raison de 2 grammes par kilo dans les 10 jours suivant l'apparition de la maladie. Et puis, on fera des perfusions sur plusieurs heures, donc de 10 à 12 heures généralement, avec augmentation progressive par palier, afin de s'assurer de la bonne tolérance du traitement. L'aspirine est utilisée en association avec les immunoglobulines.
Elle est utilisée dans un premier temps à 30 à 50 mg par kilo par jour en 4 prises pendant la phase aiguë inflammatoire. Donc, pour diminuer l'inflammation et aussi utilisée aussi en tant qu'antipyrétique. Puis, sera utilisée à des doses de 3 à 5 mg par kilo après obtention donc de la pyrexie et normalisation de la CRP. La résistance aux immunoglobulines n'est pas clairement définie. Il y a certaines écoles, lorsqu'on est devant cette résistance, elles tentent une deuxième perfusion d'immunoglobulines qu'elles associent aux corticoïdes. Mais d'autres écoles utilisent carrément l'infliximab, donc qui est un anti-TNF-alpha, bon, à la posologie de 5 mg par mètre carré de surface. On a oublié de le mentionner. La surveillance du traitement. L'essentiel de la surveillance, elle est échographique pour voir si on a des atteintes des coronaires ou pas. Le rythme de la surveillance échographique dépend de l'existence ou non d'anomalies coronaires. Donc, durant les 8 premières semaines, le rythme est rapproché avec une échographie euh, toutes les 2 semaines, même en l'absence d'anomalies. Au terme de cette surveillance, un examen normal des coronaires ou la régression d'une dilatation de petite taille permet d'autoriser l'arrêt du traitement anti-agrégant et la reprise d'une activité physique normale. Une dernière échographie cardiaque est le plus souvent réalisée entre 3 et 6 mois d'évolution, puis le suivi cardiologique est arrêté en cas de normalité. En cas de dilatation persistante, donc de plus de 3 mm, après 8 semaines, le suivi échographique et le traitement par anti-agrégant plaquettaire sont maintenus. Un complément d'imagerie est alors réalisé après 6 à 12 mois d'évolution avec un coroscanner ou coronarographie avec maintien du traitement et du suivi cardiologique si les anomalies sont confirmées. La présence d'anévrismes volumineux ou multiples va imposer la poursuite du traitement par aspirine à vie ainsi que la mise en place d'un traitement par anticoagulant avec des antivitamines K et un objectif INR entre 2 et 3 en raison du risque important de thrombose et d'ischémie myocardique jusqu'à leur involution. En conclusion, nous disons que euh, les critères biologiques et échographiques proposés aident les cliniciens en cas de doute, vu que la maladie de Kawasaki est avant tout clinique, donc son diagnostic est avant tout clinique. Les patients qui sont touchés par une maladie de Kawasaki ne sont pas tous égaux face au risque de complications cardiovasculaires. Le traitement de première intention reste les immunoglobulines intraveineuses. Des facteurs génétiques pourraient expliquer l'augmentation du risque d'anévrisme chez certains patients, ainsi que la résistance aux immunoglobulines. Nous avons dit et nous vous remercions. Merci. Isabelle, tu diriges